René Belbenois est un homme traqué. L'immigration américaine et les autorités françaises le recherchent. En se montrant, il court un risque énorme. Mais la tentation est trop forte. Il doit aller au New York Times pour raconter ce qu'il a vécu au bagne. Il doit dénoncer la manière inhumaine dont sont traités les milliers de condamnés. Quel est cet enfer que René Belbenois a voulu fuir à tout prix? Le bagne de la Guyane française accueille les condamnés depuis 1852. La colonie pénitentiaire est entourée d'une jungle dense, une véritable forteresse naturelle qui décourage la plupart des prisonniers de tenter une évasion. Les maladies, les insectes et la malnutrition déciment les plus faibles. Moins d'un an après leur arrivée, plusieurs dizaines d'entre eux sont morts de ce que les bagnards eux-mêmes appellent la guillotine sèche. René Belbenois est l'un de ces milliers de prisonniers français déportés en Guyane. Bagnard à la santé fragile, il comprend très vite la force des mots pour toucher l'opinion publique. Il commence au bagne la rédaction de sa vie et l'achève aux États-Unis au terme d'une évasion spectaculaire. Publié en 1938, son récit Dry Guillotine frappe l'imaginaire du peuple américain. Belbenois devient un symbole de la lutte pour les droits de l'homme et l'abolition de la colonie pénitentiaire. Le bagne de Guyane sera fermé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Dix ans après la mort de René Belbenois, Henri Charrière, forçat inconnu, réfugié en Amérique du Sud, écrit son livre Papillon. Comme René Belbenois, il tire de sa propre expérience et de celle d'autres prisonniers la matière première de son roman. Papillon, c'est l'incroyable destin d'un best-seller publié en mai 1969. Des millions d'exemplaires vendus en France et dans le monde entier. Hollywood s'empare du sujet, avec en vedette Steve McQueen et Dustin Hoffman. Papillon. Le bagnard sorti de l'enfer du bagne devient un héros. Henri Charrière et René Belbenois sont deux voyous aux destinées extraordinaires. Ils ont en commun leur combat pour dénoncer un système carcéral inhumain et une volonté d'écrire qui les mènera à la gloire hollywoodienne. René Belbenois est né à Paris à la fin du XIXe siècle. Ce n'est qu'un enfant quand sa mère l'abandonne. Son père le laisse à ses grands-parents, qui meurent alors qu'il n'a que 10 ans. Le jeune René revient chez son père qui, ne sachant quoi faire de lui, l'expédie finalement chez son oncle, qui tient un cabaret à Pigalle. Il est ébloui par ce monde du spectacle et de la nuit, et puis l'argent facile, c'est-à-dire que ces gens viennent, sont riches, lui donnent des pourboires importants, et il se retrouve très vite à gagner dans une nuit ce que son père gagne dans la semaine en conduisant des trains. Donc il prend là le goût de l'argent facile, le goût ou la perte du goût de l'effort, on peut dire. Renvoyé par son oncle, il commet de petits vols pour survivre. Après plusieurs passages en maison de correction, il devance l'appel et s'engage sous les drapeaux à la fin de la Première Guerre mondiale. Très vite, il quitte l'armée et reprend son travail de voleur solitaire et indépendant. Il est arrêté en septembre 1921. Il a 22 ans. Il vole le plus souvent les économies des gens qui sont à côté de lui. Ces vols ne sont pas très sympathiques. On peut dire, si on peut tenter qu'on puisse trouver des vols sympathiques, là, c'est pas glorieux. Il a tellement provoqué les gens, provoqué le tribunal, provoqué les victimes même, parce qu'il a fait des déclarations sur des victimes en disant qu'elles étaient bien bêtes de s'être fait voler. Il a eu le maximum qu'il pouvait avoir, ce qui, d'ipso facto, le transformait en transporté, c'est-à-dire en forçat.
Son grand regret, c'est de s'être fait prendre par sa bêtise. Il dit je me suis fait prendre bêtement et heureusement que je vais aller au bagne. Là, je vais apprendre vraiment comment font les pros et quand je reviendrai du bagne, je serai un pro. À l'opposé de René Belbenoist, Henri Charrière vit une enfance heureuse et protégée en Ardèche, dans le sud de la France. Ses parents sont instituteurs. Il naît en 1906 dans le petit village de Saint-Étienne de Luc d'Arès. Il est particulièrement aimé de sa mère, peut-être parce que c'est le dernier enfant, peut-être parce que c'est le seul garçon. En tout cas, elle a une attache très très forte pour son fils. Ce bonheur cesse brutalement. Sa mère meurt d'une maladie contagieuse en 1917. On ne comprend pas la mort à 11 ans. Que les vieux meurent à la rigueur. Mais sa maman, voyons, sa fée pleine de jeunesse, débordante d'amour pour vous. Est-il possible qu'elle meure? Non, ce n'est pas possible. Vous auriez dû cacher toutes les mères si vous aviez voulu que je ne me révolte pas. Ça va être un drame absolu, ça va être le drame de sa vie. Il ne va pas s'en remettre. Et il va porter ça toute sa vie, en fait. Je crois que c'est un élément capital, et que si on n'intègre pas cet élément dans la vie d'Henri Charrière, on comprend peu de choses à la suite de son histoire. Il devient un adolescent turbulent, agressif avec ses camarades. Après une bagarre où il blesse l'un d'eux avec un compas, Henri Charrière est envoyé par son père dans la marine nationale. Son comportement de meneur, son tempérament de forte tête le conduit au bataillon disciplinaire de Corse. Si celui qui est parti en Corse en 1925 était un jeune difficile, un peu rebelle et qu'on commençait à craindre, celui qui revient à Aubenas, Vals-les-Bains en 1927 est un voyou. Suite à une mutilation volontaire du pouce, Henri Charrière est réformé. Son père espère le ramener dans le droit chemin, mais ce dernier, recalé à un concours administratif, fréquente plus souvent les terrains de rugby et la maison close de Vals-les-Bains que la maison familiale. Il rentre avec un pouce en moins, le pouce étant enterré à Corté, mais avec un tatouage en plus, un tatouage de papillon sur le torse. Je pense que c'était un petit voyou qui commençait à faire sa place et qui, avec son tempérament et sa force, s'imposait. Depuis 2 ans, Henri Charrière fréquente le milieu du proxénétisme. Le 26 mars 1930, son destin bascule. Un souteneur de Montmartre, Roland Legrand, est blessé mortellement d'une balle de petit calibre sur le boulevard de Clichy. Avant de mourir, la victime dénonce un certain Papillon Roger. Il y a le procès. En juillet, Charrière frôle l'acquittement, mais en octobre, tout a changé et la cour d'assises de la Seine l'envoie aux travaux forcés à perpétuité. Il a été condamné de façon très sévère. On peut le dire de façon tout à fait tranquille, puisque même les policiers chargés de l'affaire l'ont dit à la sortie du procès, et c'est une condamnation bien lourde pour ce qui n'était qu'un règlement de compte du milieu. Le procès est vivement contesté. La presse s'en fait largement l'écho. Charrière est transféré à la prison de la Santé. Dans les sinistres parloirs, il reçoit la visite de son père. Il n'est pas venu pour me reprocher d'être le suspect numéro 1 dans une sale affaire du milieu, non. Il est là avec le même visage ravagé qu'il avait le jour où il m'a annoncé la mort de ma mère. Il me dit la dernière chose que j'aurais attendue, celle qui, mieux que tous les reproches du monde, pouvait me toucher au plus profond du cœur. Si tu es là, petit, je crois que c'est de ma faute. Pardonne-moi, oui. Pardonne-moi de t'avoir trop gâté. Les condamnés, dans un silence que trouble seulement le bruit de leurs galoches, s'avancent, encadrés par des tirailleurs sénégalais, baïonnettes au canon. Ils sont revêtus de l'uniforme de drogués gris et portent sur l'épaule un baluchon contenant le barda réglementaire. Il part au bagne en affirmant qu'il est innocent, en ayant un réel sentiment d'injustice et en dénonçant son procès qu'il estime avoir été irrégulier. Je reviendrai pour me venger de ces flics, de ces témoins véreux, de ces jurés qui m'assassinent. Parmi les bagnards en route pour la Guyane, Henri Charrière et René Belbenoist.
Il y a un premier point de rencontre des deux destins, c'est 33 sur le bateau. Ils sont tous les deux là, l'un pour la première fois, l'autre pour la deuxième fois. Sur le Martinière, je revois le même genre de prisonniers, convaincus que la Guyane va être une partie de plaisir et qu'à la première occasion, ils pourront s'échapper et regagner la France. Si seulement ils savaient. Mon premier voyage, c'était il y a plus de 10 ans, le 7 juin 1923. La traversée avait été interminable. Et dès notre arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni, ce fut le choc. Le bagne n'avait rien d'un paradis, c'était un enfer. René Belbenois est transféré de Saint-Laurent à Camp-Nouveau, un baraquement de chaume en pleine brousse équatoriale. Ici, les hommes vivent comme des bêtes. Ils sont à moitié nus, fiévreux et maigres. Avec un autre jeune forçat, il décide de tenter l'évasion à travers la jungle vers la Guyane hollandaise. Mais comme bien d'autres bagnards qui l'ont tenté avant lui, il est repris. De retour au bagne, on m'enferme pendant 30 jours dans le blocos avec d'autres bagnards qui ont tenté de s'évader ou qui ont attaqué un gardien. On dort sur les planches de bois, enchaînés à la cheville, côte à côte, entourés d'hommes prêts à tuer pour une ration de pain et d'autres qui parlent tout seuls. Mais au moins, j'en profite pour questionner les autres et apprendre de leurs propres expériences. À les écouter, c'est clair que la seule façon de s'enfuir, c'est par la mer. Belbenois harcèle les dirigeants de la colonie avec des courriers incessants pour de meilleures conditions de vie. Auprès de ses codétenus, il devient le réclameur. C'est une espèce de poil à gratter qui s'obstine à lutter contre l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé de la gestion du bagne. Et puis il n'a jamais le dernier mot, évidemment. Et là, il se rend compte que s'il continue comme ça, il va y laisser sa peau, parce qu'il n'est pas du tout physiquement capable de résister ni au climat, ni aux conditions de détention dans les camps de travail, ni des choses qui sont extrêmement dures. Lorsque la journaliste Blair Niles et son mari, l'architecte et photographe Robert Niles, viennent de New York pour visiter la Guyane, ils découvrent rapidement la dure réalité de Devil's Island, nom donné au bagne par les Américains. Pendant que Robert prend des photos, Blair s'informe sur les conditions de vie et de détention. C'est alors qu'ils font la connaissance de René Belbenois qui vient leur proposer des récits de la vie des bagnards, afin de payer ses dettes et préparer la prochaine évasion. Il a découvert quelque chose. D'abord, c'était la première femme qui lui faisait confiance, qui l'écoutait, et qui était une femme honorable, on peut dire. Contrairement à ses autres expériences féminines, René Belbenois n'est pas trahi par Blair Niles. De retour aux États-Unis, elle rédige une série d'articles dans le New York Times Magazine sur les conditions de vie exécrables des prisonniers du bagne. Les dirigeants de l'administration pénitentiaire sont outrés. Et le ministère des Affaires étrangères français réfute les accusations. Cette rencontre avec Blair Niles marque un tournant dans la vie de Belbenois. Il se rend compte que l'administration pénitentiaire a un ennemi bien plus fort que ça, qui est l'opinion américaine, qui était absolument contre le bagne, scandalisé par tout ce qui se passe en Guyane, et que cet adversaire-là, il est de taille à la mettre par terre, alors que lui, Belbenois, ne pourra pas faire grand-chose. Suite aux articles, la journaliste publie un livre intitulé « Condemned to Devil's Island ». Le jeune héros n'est autre que René Belbenois. Le livre est un succès et devient, un an plus tard, un film qui provoque un véritable scandale diplomatique. Si le scénario suit de trop près l'ouvrage de Miss Blair Niles, la production cinématographique faussera l'opinion au sujet de notre régime pénitentiaire colonial. Condemned est censuré par la France, qui en avait déjà interdit le tournage en Guyane.
Après une nouvelle tentative d'évasion, la 4e, et un isolement aux îles du Salut, René Belbenois, affaibli, trouve sa débrouille, la combine, qui lui permettra de financer la prochaine tentative d'évasion. Il voit que ce qu'il a donné à Plernal, c'est finalement, ça plaît, donc il commence à écrire des chroniques du bagne, où il fait écrire des cahiers. Il a une espèce de petite industrie d'imprimerie, là. Donc il a des gardiens qui volent du papier, d'autres qui lui volent de l'encre, et puis tout ça, ça fait une imprimerie. Il a des forçats qui sont en prison, qui grattent pour lui, et donc il raconte ses histoires. Et il fait sa débrouille. La débrouille, c'était la façon dont les bagnards gagnaient de petits peu d'argent qui leur permettait de vivre et de compléter leur alimentation, d'acheter des cigarettes et de vivre, disons, de survivre. À ma grande surprise, les commandes augmentent sans arrêt et je dois demander à des bagnards de copier mes récits à 2 francs la copie. Quelques-uns décident même de se faire punir et enfermer en isolement pour avoir plus de temps pour recopier mes histoires. Je m'arrange avec un gardien pour qu'il leur passe le papier, l'encre et les crayons de couleur. Mon format standard, 3 feuilles doubles, pliées et cousues ensemble. Après quelques semaines, le trafic de ces cahiers entre les îles et le continent est bien établi. Belbenois a une vingtaine de gardes et de dirigeants à fournir, sans compter la nouvelle clientèle de touristes qui veulent l'entière collection. Après 2 nouvelles tentatives d'évasion, puni de plusieurs mois de prison supplémentaire, Belbenois fait parvenir un manuscrit au nouveau gouverneur de la colonie et éveille son intérêt. Homme intègre et humaniste, le gouverneur Siadou est sensible aux arguments de Belbenois. Jugeant qu'il a écrit son manuscrit avec franchise et impartialité, il lui confie le reclassement des archives de la colonie. Après celle des Niles, cette rencontre a une influence déterminante sur la suite de la vie du petit bagnard. Sur les conseils de son nouveau protecteur, René Belbenois obtient une libération conditionnelle d'1 an à Panama. C'est un fait sans précédent. Le gouverneur lui fait jurer qu'il reviendra en Guyane au bout de l'année. Mais au moment où il s'apprête à rentrer, Belbenois sait que le gouverneur Siadou n'y est plus et que l'administration pénitentiaire l'attend pour régler les comptes. Il décide alors de revenir en France, clandestinement, faisant le pari que le gouvernement français lui accordera son pardon. En arrivant au Havre, il se rend aux autorités, mais on le jette immédiatement en prison. Belbenois, il ne trouve rien de mieux que d'envoyer des articles à Police Magazine. Alors, il est dans le fin fond de la prison de Saint-Martin-de-Ré et il écrit à Police Magazine et il y a une chronique qui apparaît tous les dimanches. Il y a un article de Belbenois, c'est signé 46-635, tout le monde sait que c'est lui, et où il raconte toutes les histoires du bagne et toutes les atrocités et les pires erreurs et malversations de l'administration pénitentiaire. C'est le retour au point de départ pour Belbenois. Il est de nouveau condamné par le tribunal maritime spécial à 3 années, dont 6 mois de la terrible réclusion. Belbenois fait appel de sa sentence, mais sa demande est bloquée par l'administration pénitentiaire. À bord du bateau Le Martinière, Belbenois est approché par les nouveaux qui veulent savoir comment c'est là-bas, en Guyane. Parmi eux, Henri Charrière. À Saint-Laurent-du-Maroni, les forçats sont séparés par classe, selon leur condamnation et leur notation. Belbenois est envoyé aux îles du Salut à l'isolement, tandis que Charrière, au milieu des condamnés pour délits graves ou pour meurtre, rejoint le camp de la transportation. Police Magazine demande des informations sur les nouveaux bagnards. Concernant Papillon, voulez-vous nous dire s'il s'habitue au bagne et s'il a été envoyé aux îles? Henri Charrière est affecté à l'hôpital en tant qu'aide infirmier. Il se sait privilégié, mais il n'y a pas un jour, pas une nuit, sans qu'il ne pense à la cavale. Le 5 septembre 1934, soit seulement 10 mois après son arrivée au bagne, Charrière part avec un autre forçat connu à Saint-Martin-de-Ré. Grâce à une préparation minutieuse et des complicités extérieures,
il quitte l'hôpital, retrouve une barque cachée au bord du fleuve Maroni. Après plusieurs jours de navigation difficile, leur bateau s'échoue sur l'île de Trinidad. Épuisés et amaigris, les deux fuyards sont recueillis par l'armée du salut. Les autorités de l'île ne livrent pas les bagnards évadés à la France. Ils sont reçus provisoirement, le temps nécessaire au repos. Après quelques jours de mer et une nouvelle escale sur l'île de Curaçao, les fugitifs accostent en Colombie, où ils sont jetés en prison à Barranquilla. Les bagnards évadés arrêtés sont renvoyés. Le 30 mai 1935, les fuyards sont de retour en Guyane. Charrière va quand même payer son évasion par 2 ans de réclusion à l'île Saint-Joseph. Cette réclusion qu'on appelle la mangeuse d'hommes, et cette réclusion dont on sait qu'on a beaucoup de mal à s'en sortir si on y fait plus de 3 ou 4 ans. Pour supporter la réclusion, Charrière s'invente un monde intérieur. Faisant les 100 pas dans sa cellule, il s'évade dans l'imaginaire et ne vit plus que dans les souvenirs et les rêves. Henri Charrière, à la sortie de la réclusion, ne sera pas le même qu'en entrant. Nombreux sont les bagnards qui sont sortis de la réclusion et qui se sont mis à être un petit peu affabulateurs, voire mythomanes, parce qu'ils étaient tellement habitués à fonctionner dans les étoiles pour vivre, que quand ils en sont sortis, ils avaient des fois un peu du mal à faire la différence entre le rêve et la réalité. Alors que Charrière est à l'isolement, René Belbenois est devenu un libéré. Libre, mais condamné à la résidence perpétuelle en Guyane, sans pouvoir travailler, ni même entrer dans les villes de Cayenne et de Saint-Laurent, vivant comme un chien sans gîte. Il faut que je m'évade avant de devenir fou. J'ai compris qu'il est impossible de traverser la jungle, que pour m'enfuir par la mer, j'ai besoin d'un bon bateau, de beaucoup de provisions, d'un bon navigateur et d'hommes décidés à risquer la mort plutôt que de vivre dans cet enfer. En plus, j'aurais besoin d'au moins 10 jours de beau temps et de vent favorable avant d'aborder en lieu sûr. Ça semble presque impossible. Sont réunies. Et en compagnie de détenus de confiance, Belbenois entreprend son impressionnant périple, emportant avec lui 13 kilos de notes manuscrites sur sa vie de prisonnier. Il suit le même trajet que celui parcouru par Henri Charrière quelques mois avant lui. Après 17 jours de mer, il atteint Trinidad.
Enregistrés par les autorités locales, les fugitifs sont remis sur pied. Un autre bateau est mis à leur disposition et c'est à nouveau le départ. Ils gagnent la Colombie, ils sont arrêtés et conduits à la prison de Barranquilla, celle-là même où Charrière et ses amis étaient emprisonnés 6 mois plus tôt. Le lendemain de notre arrestation, je reçois en prison la visite du rédacteur en chef du journal local, La Prensa. Mon grand étonnement, il me connaît de réputation et me demande de lui écrire des articles sur le bagne. En plus, je serai généreusement payé. Encore plus surprenant, c'est la visite du sous-directeur qui m'annonce qu'il va tenter d'orchestrer mon évasion. Un matin, la porte de ma cellule est ouverte. Je m'enfuis à pied, à travers la dangereuse presqu'île de Darien, vers la zone américaine de Panama. La première chose qu'il fait en arrivant à Panama, c'est d'alerter les journaux américains. Depuis son passage à Trinidad, les journalistes américains suivent avec intérêt le périple de Belle-Benoît. Déjà connu aux États-Unis grâce à Blair Niles, les articles contribuent à sa réputation de bagnard aventurier. Au Panama, il subsiste en attrapant des papillons et en les revendant dans les villages sur son chemin. Après 20 jours à longer la côte, des Indiens Kuna m'escortent à leur village. On me permet de rester, à condition de prendre femme. Elle s'appelle Rachiti. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas traqué. Je suis libre. Je goûte à la vie. Belle-Benoît sait que sa place n'est pas au milieu des Indiens. 7 mois plus tard, il quitte la tribu et se rend à la Libertad au Salvador. Il embarque clandestinement à bord d'un cargo en partance pour le Canada. En juin 1937, il arrive à Los Angeles. Ses amis américains qui, eux, sont à New York, lui disent « Écoute, il faut que tu viennes à New York parce que tu as une histoire intéressante à raconter. Il y a les pressions des journaux qui l'ont suivi, donc ils veulent le voir, etc. » Et ça veut dire « Remets-toi sur la place publique. Remets-toi devant les projecteurs, remets-toi devant les photographes et explique qui tu es, ce que tu as fait, etc. » Il m'a fallu 22 mois pour arriver à New York. 22 mois de galère et de souffrance pour me sortir de cet enfer. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il hésite beaucoup et puis finalement, il se dit « J'y vais ». En l'espace d'une semaine, sa vie change du tout au tout. La presse américaine s'empare de son histoire. L'opinion publique est touchée par son courage pour recouvrer sa liberté et sa dignité. Belle-Benoît émeut l'Amérique, on le voit comme un héros. Un dentiste lui confectionne de nouvelles dents. Un oculiste lui fait cadeau d'une paire de lunettes et de simples citoyens pressent le gouvernement français pour qu'on lui accorde la clémence et que l'on ferme le bagne. Les autorités américaines lui accordent un permis temporaire de résidence. La parution de son livre, Dry Guillotine, fait de lui une véritable star médiatique. Et ce livre a un succès phénoménal, puisqu'en fait, pour l'époque, il le vend à 1 million d'exemplaires. Il atteint le 1 million d'exemplaires, ce qui était énorme. C'est la grande vie, c'est vraiment, il se laisse aller, des dépenses, il dépense tout, il n'a jamais d'argent devant lui alors qu'il en reçoit beaucoup. Benoît écrit comme un chirurgien. C'est un style d'observation très scientifique de ce qu'il voit, mais très précis. Il n'y a pas d'émotion dans ce qu'il écrit, alors que Charrière, son livre est plein d'émotions. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la pénurie touchant la Guyane rend les conditions de vie au bagne encore plus dramatiques. Henri Charrière passe plusieurs années aux îles du Salut, sur l'île Royale, où il mène une vie de bagnard ordinaire. Il est tour à tour jardinier, vidangeur ou gardien de buffle. Il trouve qu'il a payé très chèrement sa première évasion et il se dit qu'il va mourir à l'île Royale.
Alors que la guerre en Europe fait rage, au bagne, les rations sont diminuées. Et il faut faire fonctionner la débrouille pour payer au prix fort l'indispensable qui permet de survivre. C'est à cette période-là qu'il rencontre un jeune médecin, un médecin de la coloniale, qui arrive de Martinique, qui est affecté aux îles du Salut et qui est le médecin, le docteur Alex Guibert-Germain. C'est un médecin qui est originaire de Vinay dans l'Isère. Alors quand on se retrouve, vous imaginez, sur l'une des îles du Salut en Guyane, et être originaire pour l'un de Vinay dans l'Isère et pour l'autre de Benat dans l'Ardèche, ils se considèrent pratiquement comme voisins. Grâce à l'intervention de son ami médecin, il rejoint la plus petite et la plus au nord des îles du Salut, celle réservée aux déportés politiques, celle du capitaine Dreyfus, l'île du Diable. Soustrait à l'ambiance pénitentiaire détestable de l'île Royale, Charrière revit un peu. Il s'occupe de la porcherie de l'île, il pêche et il rêve en observant les vagues irrégulières et puissantes. Fin 1939, les Américains lui disent terminé, il n'y a plus de renouvellement du permis de séjour, vous repartez. Et en janvier 40, il est obligé de quitter les territoires américains. Et là, il s'expatrie à nouveau dans les pays d'Amérique centrale, Costa Rica, etc. Mais les Français continuent de le rechercher. Et donc les Français, après les États-Unis, font pression sur le Costa Rica, sur le Salvador, pour l'extrader. En pleine guerre, il entre à nouveau illégalement aux États-Unis, où on l'emprisonne au Texas durant 12 mois. Il est libéré à la fin de l'année 1942. Il est fauché, il n'a pas d'argent, et donc il est aux abois. Et de façon inespérée, arrive un contrat qui est une assistance technique pour un film qui s'appelle Passage pour Marseille, qui est avec Humphrey Bogart. Le film mettant en vedette Humphrey Bogart et Michel Morgan relate l'histoire de bagnards évadés, s'échappant du bagne de Guyane pour rejoindre la France libre et combattre les Allemands. À Los Angeles, Belle Benoît, personnalité connue, s'infiltre dans la jet-set hollywoodienne. Une nouvelle rencontre change sa vie. Lee Gumpert. Il l'épouse en 1945. Lee était une femme visiblement de caractère, qui avait des convictions, qui était très entreprenante, engagée. Et cette femme va changer sa vie parce qu'elle va faire de lui une personne installée, américaine, désormais vivant aux États-Unis. La Guyane a rejoint la France libre. La fin du bagne est annoncée, les conditions de détention s'assouplissent et le ravitaillement est rétabli. Henri Charrière est transféré près de Cayenne au camp forestier des Cascades. En tant qu'infirmier-chef, il a la responsabilité des soins donnés à ses camarades, de nombreux Indochinois notamment. Charrière ne croit plus à la fermeture du bagne, il est depuis trop longtemps pour imaginer que ça ferme un jour. Et il profite de la liberté relative du camp forestier pour s'évader à nouveau.
périple dans une mer difficile, Henri Charrière et ses compagnons échouent tout près de Georgetown, en Guyane anglaise. Le gouvernement britannique, informé des conditions difficiles aux îles du Salut, a décidé de ne plus extrader les bagnards évadés. Ils sont acceptés, en liberté surveillée, et n'ont pas le droit de quitter le pays. Charrière ne pense qu'à se venger. Et pour cela, il faut qu'il retourne en France. Clandestinement, il quitte la Guyane anglaise à bord d'une embarcation préparée par ses amis bagnards. Il faut à nouveau affronter la mer en espérant s'échouer sur une nouvelle terre d'accueil. Mais ce sera le Venezuela et le terrible bagne d'Eldorado. Heureusement, les Français bénéficient d'un régime de faveur. Grâce à un coup d'État militaire et un changement de régime, les prisonniers français sont libérés. Charrière rejoint Caracas en 1946. 1929 Paris, 1946 Caracas. 17 ans ont passé sans que je voie une vraie grande ville. Elle est belle, Caracas, majestueuse avec ses maisons coloniales à un étage, entourée par les monts à villas, étendue de tout son long dans la vallée. Oui, 17 ans ont passé, une guerre a ravagé des centaines de milliers d'hommes de mon âge dans bien des pays, dont le mien, la France. Toi, tu es là, papy, dans une grande ville. Tu as 37 ans. Tu es jeune. Tu es fort. Caracas est une ville dangereuse, avec de nombreux complots politiques et leur cortège de violence. Les mois passent. Charrière se surprend à aimer ce peuple vénézuélien. Il trouve chez ces hommes une force de caractère et une chaleur qui lui plaisent beaucoup, et qui lui donnent envie de vivre un jour dans ce pays. Nombreux sont les bagnards français au Venezuela et notamment à Caracas. Ils se connaissent, ils se rendent des services, certains rebasculent totalement dans la délinquance, d'autres se tiennent à peu près dans les rangs. Je crois qu'on peut dire de Charrière qu'il va toujours être à la limite de la légalité et de l'illégalité. Il rejoint la région pétrolifère de Maracaibo, tout près de la frontière colombienne. Il est guide pour des compagnies pétrolières américaines qui mènent des expéditions géologiques dans la brousse. Charrière se réalise pleinement dans cette nouvelle vie, aventureuse et virile. C'est un soir, baluchon sur l'épaule, qui décide de rentrer dans un petit hôtel qui s'appelle l'hôtel du Veracruz et qui va faire connaissance de celle qui deviendra sa compagne pour le restant de ses jours et qui s'appelle Rita Alcover. Aimer, être aimé, avoir un foyer à moi. Oh Dieu que tu es grand de m'avoir donné cela. Pour que la rencontre avec Rita me fasse changer à peu près tout dans ma façon de vivre, il faut que cette femme sorte de l'ordinaire. Charrière était à la fois trop impulsif, avec l'aventure qu'il avait toujours à fleur de peau, et je pense que sans Rita et sans la stabilité et l'amour de Rita, Charrière aurait eu un parcours à nouveau plus chaotique au Venezuela. Le couple Henri Charrière-Rita Alcover est un couple qui aura le sens des affaires et qui va bien fonctionner. Rita sera pour Charrière ce que Lee a été pour Belle-Benoît. Un point d'appui solide, ouvrant la voie de la réhabilitation sociale, morale et économique dans une nouvelle patrie. Rita finit par le convaincre que le meilleur moyen de se venger est de refaire sa vie et de devenir un citoyen honnête. Un ami de Belle-Benoît lui parle du petit village tranquille de Lucerne-Vallée. Il décide alors de le suivre et de s'installer dans cette petite localité
en plein désert, à 2 heures de Los Angeles. Il ouvre un petit commerce. Les fermiers des environs viennent y acheter leurs Levi's et leurs bottes de cow-boy. Les gens ne savent pas trop qui il est en fait. Ils savent qu'il est français parce qu'il a toujours un accent terrible. Ils savent qu'il a plus ou moins eu un passé difficile. Mais bon, les gens, il est très discret. Il reste dans son coin. En fait, il passe la totalité de son temps disponible à taper sur sa machine. La vie m'a prématurément usé, mais j'ai encore envie d'écrire. Je veux faire reconnaître l'injustice dont j'ai été victime. Pas seulement pour moi, mais pour les autres. Tous ceux que j'ai connus et ceux que je ne connais pas. Dès que je pense à cette période de ma vie, je me souviens de tout, comme si c'était hier. Jules René Lucien Bell-Benoit, this is your life. Pendant une de ses rares visites à Los Angeles, René Bell-Benoit est l'invité de l'émission à succès de NBC présentée par Ralph Edwards. Étranglé par l'émotion, Bell-Benoit commande son retour clandestin vers la France en 1930. I thought possibly they will give me my freedom, my pardon of living in Devil's Island. They were speaking of abolish Devil's Island. Il devient citoyen américain en 1956. Curieusement, la même année, Charrière est devenu citoyen vénézuélien. Mais Bell-Benoit sombre doucement dans la mélancolie. Il ne sort presque plus de son magasin. Il parle de moins en moins aux clients. Lui qui a vendu les droits de ses livres sans trop réfléchir aux conséquences, vit très modestement. Il se retrouve le plus souvent dans son arrière-boutique, hanté par ses souvenirs. Il travaille inlassablement à son ouvrage ultime. Et en fait, toutes ces feuilles racontent la même histoire. C'est-à-dire, il essaye de réécrire un nouveau livre qu'il a appelé « What Price Justice ». Ça n'a pas grand intérêt parce qu'il raconte toutes ces démêlés judiciaires. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est dans sa tête que ça a commencé à plus coller. Qu'en fait, il est parti sur une espèce de névrose obsessionnelle. Jusqu'au début des années 50, Bell-Benoit croit encore à un pardon des autorités françaises. Mais la France a la rancune tenace et refuse tout retour. Blessé, l'homme s'engage alors dans un nouveau combat disproportionné et sans issue contre la justice française. Un combat qu'il ne gagnera pas. Charrière, il va parler de l'histoire du bagne. Et il en parle dans ses restaurants, dans ses boîtes de nuit, à ses voisins. Et il en parle tellement qu'il finit par se créer une histoire et par se créer un personnage qui représente le bagne tout entier. Ah, moi, j'ai fait d'abord une opération commerciale. C'était parce que j'étais en difficulté, que je cherchais comment prendre du pognon, que j'ai vu que Albertine Sarrazin, avec son os cassé et ses histoires qu'elle avait eues du ciel qui lui tombait sur la tête quand elle s'est cassée de prison, avait pu vendre 123 000 à Stragal, en raison que j'avais acheté le livre 52 francs exactement à Caracas. J'ai fait un calcul rapide, 10%, ça lui fait 500 000 francs, 50 millions, c'est pas mal, ça pourrait arranger mes affaires. Et il commence à écrire. Mais il n'est pas Albertine Sarrazin. Et s'il a plus d'histoires à raconter, il ne se trouve pas le talent d'écrivain. Charrière va écrire et écrire des heures durant. Il laisse toute l'intendance à sa femme Rita. Il écrit sa vie comme il l'a vécue, comme il l'a rêvé dans ces cachots humides de la réclusion, comme il se l'est construite et comme il la raconte depuis 15 ans. Le livre, commencé en novembre 1967, est terminé à la fin du mois de janvier 1968. Des centaines de pages manuscrites sur 13 cahiers d'écoliers. Le titre, Les chemins de la pourriture. Il constitue un comité de lecture, j'ai envie de dire un comité de lecture à la Charrière, extrêmement hétéroclite, disparate, où on y trouve un enseignant, un plombier, un ancien souteneur, son voisin, et tout le monde trouve ça très bien. Interdit de séjour à Paris, Charrière rejoint malgré tout la capitale. Par l'intermédiaire de Jean-Pierre Castelnau, directeur littéraire des éditions Pauvert, et par celui de Jean-François Revel, son manuscrit arrive sur le bureau de Robert Laffont. Cet éditeur est enthousiaste
convaincu d'avoir dans les mains une bombe à la fois littéraire et commerciale. Quand je l'ai vu rentrer dans mon bureau, j'ai été sidéré parce que je me suis dit, c'est le personnage exact que je m'étais figuré à la lecture du livre. Il avait un petit chapeau qu'il n'avait pas enlevé, un petit chapeau comme ça, l'air superbe, et tout de suite, il me tutoie. J'étais médusé parce qu'on aurait dit qu'on se connaissait depuis notre enfance. Robert Laffont édite le manuscrit sous l'appellation Récit pour démarrer sa nouvelle collection Vécu. Il lui trouve aussi un nouveau titre, Papillon. Le livre est prépublié par France Soir à 1 200 000 exemplaires. Charrière n'a plus un moment de paix. En une semaine, il a parlé à tous les grands journaux, toutes les radios. Papillon devient un vrai phénomène littéraire, car le personnage de Charrière plaît. Il a fait un livre par des racontages et sans doute copié sur mon livre à moi et sur le livre d'autres amis. Pour moi, il n'y a absolument rien de vrai. Et je pense qu'à la fin de sa vie et quand il a écrit son livre, il ne savait plus vraiment faire la différence entre ce qu'il avait vécu lui-même et ce qui s'était attribué. Robert Laffont organise une conférence de presse à l'hôtel Lutetia à Paris à l'occasion du 1 000e livre vendu. Henri Charrière reconnaît que son livre détient 75% de vrai et 25% de faux, mais sans en donner les détails. Il gagne tous les procès qui lui sont intentés. Je dois passer dans toute l'Ardèche en raison que j'ai reçu une quantité de lettres vraiment émotionnantes d'enfants qui ont été à l'école avec moi, d'autres qui ont eu mon papa et ma maman comme instituteurs ou institutrices. Et je vais faire un pèlerinage où je vais retrouver tous les anciens amis, une quantité d'émotions de ma première enfance. En septembre 1969, il fait ce voyage, longtemps rêvé, en Ardèche. Sur le tableau de l'école où il fut élève, il écrit « Si j'ai gardé les qualités d'un homme bon, je l'ai appris à l'école primaire. Gloire aux enseignants, Papillon. » La pression médiatique et les polémiques sont toujours là. Henri Charrière doit se justifier en permanence. C'est ce que me dit un jour l'évêque de Curaçao, qui arrive à me dire « Je me demande si tu ne devrais pas dire merci à ceux qui t'ont fait souffrir, puisque tu es devenu toi-même grâce à eux, et que tu es ce que tu es grâce aux souffrances que tu as vécues. » Au début de l'année 1973, un événement se prépare. Le cinéma s'intéresse au succès phénoménal du livre. C'est finalement un producteur français, Robert Dorfman, qui, reprenant les droits d'adaptation, produit le film avec les stars américaines Dustin Hoffman et Steve McQueen. Il a rendu visite à l'équipe vers le 20 mai à la Jamaïque. Il a d'ailleurs été enchanté de son séjour, mais surtout il a été très surpris de l'exactitude de la reconstruction du pénitencier de Cayenne. Il était absolument, je crois, très ému. Il avait toujours souffert sur le plan moral, mental de sa condition de bagnard. Il avait toujours estimé être au bagne par erreur. Il n'avait jamais oublié qu'il était quelque part le fils de Joseph Charrière, instituteur en Ardèche. Et sa revanche est d'abord sur ce plan-là, la reconnaissance. Henri Charrière meurt en Espagne en 1973, quelques semaines avant le succès mondial du film. René Belbenoît est mort en Californie en 1959, sans revoir la France. Belbenoît et Charrière ont parcouru les mêmes chemins, de l'évasion et de la réhabilitation. Parmi les 70 000 hommes envoyés au bagne, peu ont réussi cet exploit. Par leur exception, Belbenoît et Charrière démontrent l'échec historique de la politique pénitentiaire coloniale de la France.